الصبر. Il s'est passé quelque chose de fondamental dans ma vie. Typiquement là, on parle du rapport des humains au temps. Vous êtes peut-être dans une galère. On a envie de partager cet optimisme-là avec vous. Habiba Diallo, et ce qui va se passer, je sais pas, c'est extrême. Il y a des choses magnifiques qui vont vous arriver. Au bout du tunnel, il y a une lumière. Salut, moi c'est Nia. Et après avoir coché toutes les cases qu'on m'a données, 7 ans d'études, 7 autres accumulés titres et déceptions, des voyages et des portes poussées jusqu'au Japon, et me voilà, face à un vide. Cette fois, j'ai gardé l'envie de trouver ce qui me manquait depuis le début. Et peut-être à toi aussi. L'équilibre. 11h11, c'est cette quête d'équilibre. Et pour m'accompagner dans cette quête, qui de mieux qu'un ami expert en la matière? Elle parle de moi, Yas. Je suis coach personnel depuis 5 ans. Et malgré les hauts et les bas, je reste un grand amoureux de la vie. Aujourd'hui, il semblerait que les drames aient laissé place à de belles phases de paix et de joie profonde. Pourvu que ça dure. Cette stabilité, je la dois à une philosophie de vie minimaliste que je vous propose de découvrir en notre compagnie. Bienvenue dans ce rendez-vous avec soi-même. Comme vous l'avez deviné pour ce premier épisode, nous avons choisi de commencer par le commencement. Le temps. Yas, qu'as-tu à nous dire sur le temps? Alors sur le temps. En fait, il y a quelque chose de fondamental, c'est que depuis quelques millions d'années, il y a des êtres humains. Ouh, le scoop. Maintenant, s'il n'y avait pas ces êtres humains, est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un les régoulik shahal hadif ça? Évidemment que personne ne poserait la question. Non, ouais. Donc, même si les animaux et les plantes pouvaient dire quelque chose et qu'ils disaient shahal hadif ça, D'abord. on dirait d'abord. Mais qu'est-ce Elle dit d'abord. de quoi tu me parles? Qui n'arrête d'abord? Exactement. C'est fondamental. Ça a l'air évident comme ça. Mais les gens ne s'en rendent vraiment pas compte. Et donc on vit excessivement dans le passé, dans le futur. On oublie le caractère psychologique du temps, en fait. Exactement. C'est évident, mais on a tendance à l'occulter C'est au ça, quotidien et à comme vivre, avec les personnes que j'ai pu coacher, je me suis rendu compte que, effectivement, les gens ne s'en rendent pas compte et vivent très souvent dans leur passé et imaginent un futur horrible où il se passerait des choses vraiment pas cool. invraisemblable. Invraisemblable. Et très souvent improbable. Improbable, inutile. Compulsif. Donc c'est vraiment exactement, c'est une pensée compulsive. Alors que dès qu'on leur dit de la citation d'Eckhart Tolle, est-ce que tu penses vraiment qu'on se soucierait encore de quelle heure il est s'il n'y avait pas d'être humain sur Terre? Ils sont tout de suite interloqués de rien, ils commencent à dire ah ouais mais c'est vrai ça. Et des fois, maintenant ce que je fais c'est que j'embraye avec une question toute simple. Est-ce que Nas al-Qadam ne savait pas déjà que حنا ولاد الوقت? Et la question quand je la pose, je me rends compte qu'ils disent tous جدادنا كانوا عارفين كثر منا. Notre vécu du temps de manière générale, ou ce que tu m'expliquais plutôt avant qu'on commence à enregistrer, le temps horloge, le temps psychologique, ce serait intéressant. Ouais, d'ailleurs bien que sûr. que tu Alors rebondisses sur effectivement, si on y pense, il y a une dualité dans le temps. Il y a un temps horloge, celui qui fait qu'on se donne rendez-vous quelque part, qu'on se fixe un objectif, qu'on planifie. Ce temps-là, effectivement, il existe si on veut utiliser ce mot. Il existe. Il y a un temps, il y a la continuité entre jour et nuit, ce genre de petites choses. Les cycles de la vie, les saisons, etc. Si on considère qu'il y a des dimensions, ce serait la 4e, mais entre parenthèses. C'est-à-dire il y a l'espace, qui est les 3 dimensions, et le temps qui est considéré par Einstein, par exemple, comme une courbe dans l'espace. Et c'est ça le temps psychologique dont on parle Eckhart Tolle. Exactement. Ok. Donc en fait, si je pouvais être plus explicite pour nos auditeurs. D'ailleurs, au fur et à mesure, on va expliquer les concepts qui pourraient être nouveaux pour vous ou pour nous-mêmes d'ailleurs, les mots techniques, etc. Vous pourrez aussi trouver dans la description de chaque épisode les mots valises, les concepts étudiés et autres choses abstraites qu'on aurait évoquées durant l'épisode. Typiquement là, on parle du temps, du rapport des humains au temps. Plus tard, on verra le moment présent, l'impermanence du temps, etc. Et puis dans chaque épisode, on aura de gros chapitres comme ça qu'on va partager avec vous et qu'on pourra ponctuer avec des questions qu'on vous laissera en description et qui pourront peut-être nous rapprocher de nous-mêmes ou nous aider à mieux nous comprendre. Ce serait une rencontre entre nous, entre nos âmes en fait.
et que vous puissiez peut-être goûter déjà une première fois à ce qu'apporte le silence mental. D'ailleurs, tu as une belle histoire sûr, que j'aimerais que tu partages avec nous autour de ce silence mental, justement. Ouais, alors ça tourne autour d'un bouquin que heureusement les gens connaissent de plus en plus, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Et en fait, personnellement, avant que je me découvre une autre nature, je vivais extrêmement dans ma tête. Je réfléchissais toute la journée et le soir avant de dormir, je faisais tout un voyage dans mon passé, à me sentir coupable, à vouloir refaire les choses comme si elles étaient possibles à refaire. En train d'imaginer mon lendemain comme si j'allais passer un très mauvais moment. Je ne savourais pas le présent. Un beau jour, je travaillais en tant que journaliste à l'époque, et donc on déjeune ensemble avec une amie du boulot. Je raconte un peu comment se passe mon vécu dans ma tête, mentalement. Et là, comme si ça avait fait tilt pour elle, elle me dit « Écoute, j'ai un bouquin pour toi ». Et là, elle me sort Le pouvoir du moment présent. C'est la copie qu'elle utilise au quotidien. D'Eckhart Tolle. Justement, qui est un grand enseignant spirituel, qui est considéré comme le plus influent au monde, et dont le message commence à apparaître chez des millions de personnes dans le monde. Ça a bien cheminé, ouais. Ça on entend de plus en plus parler de la philosophie du moment présent. Mais qu'est-ce que c'est ? Maintenant, les gens... On entend parler, mais qu'est-ce que c'est ? Et surtout, ce qui t'est arrivé, toi, durant tes lectures. Alors, moi, je prends le bouquin et je sens que c'est un bouquin qui va être important. Parce que c'est venu d'une manière qui ressemblait beaucoup à un destin. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de signes qui montraient que ce moment-là allait être important avec ce livre. Et donc, je commence à le lire. Et autour de la 60e page, je lis quelques phrases qui parlent du présent, mais qui parlent aussi du mental et de ses mensonges. Et qui dit, vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas vos émotions, le calme mental vous sauvera. Je schématise. Et un beau jour, donc à 5h du matin, je me réveille spontanément et je lis ce passage-là. Et là, d'un coup, mon mental se tait. J'en prends même pas conscience. Ce dont je me rends compte, c'est que je me sens bien. Et que ça faisait une éternité que je m'étais pas senti aussi bien. Et donc je sors dans la rue et je sais que là, il s'est passé quelque chose de fondamental dans ma vie. C'est-à-dire que dès ce jour-là, ça a été une quête permanente de silence mental, de gérer mes émotions, prendre conscience de mon mental, ne pas être lui, ne pas me confondre moi dans mon identité avec mon mental. Mastermind. Master your mind, exactement. C'est de là que vient toute une période de ma vie où ça a été honnêtement merveilleux jusqu'à trouver un équilibre durable, alhamdoulilah. Donc tu peux dire aujourd'hui que ce livre et cette philosophie en soi fait partie des outils qui t'ont le plus rapproché de cet équilibre que tu vis dans cette phase de la vie. Exactement. On va dire. Ok. Tu sais, moi, maintenant, tu m'as fait penser à un livre dont je t'ai déjà parlé d'ailleurs et qui rejoint l'idée de mental qui ment. Ça date d'il y a quelques années. C'est un nouveau livre d'Albert Mouchaibel, qui est un psychologue et neuroscientifique français. Et le livre s'appelle littéralement « Votre cerveau vous joue des tours ». Pour le coup, c'est de la neuroscience, c'est des sciences, c'est science-based, comme on dit. C'est des faits, c'est des études, et où il dépoussière toutes les idées préconçues qu'on avait sur la manière avec laquelle le cerveau fonctionne, et qui met en lumière les biais cognitifs, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Nous, on en a parlé, je ne sais pas si nos auditeurs savent de quoi on parle, mais en gros, un biais cognitif, pour schématiser, très grossièrement, c'est quelque chose qui vient biaiser ta perception d'une réalité ou ta perception de quelque chose que tu vis ou ta perception d'une vérité, de manière générale. Il y en a énormément, c'est lié à notre psychologie, à notre contexte, à l'environnement, donc la société, c'est culturel. Et c'est très marrant, il dit, là c'est une citation que j'ai surlignée pour partager avec toi. Nos biais cognitifs nous font croire que le temps est une ressource infinie, alors qu'en réalité,
notre perception du temps est constamment influencée par nos émotions et notre attention. Cette toute petite phrase, basique soit-elle, résume tout le bouquin. Et toi, Yacine, du coup, est-ce que dans ton cheminement, tu as pu définir avec précision comment tes émotions influencent ta perception du temps à toi? Oui, bien sûr, on pourrait donner un exemple tout bête. J'ai une petite amie, par exemple. La rupture arrive, l'histoire se termine. Je me sens profondément triste, par exemple. Drama. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le temps va me paraître très long. Pourquoi? Parce que c'est biaisé, justement. Alors qu'en réalité, je n'ai aucun problème. Parce que si on regarde de loin, je n'ai aucun problème parce que mon mental, c'est mon outil, je peux le déposer. Mes émotions font partie de mon système mental. Parce que les émotions génèrent des pensées. Donc c'est vraiment un système qui circule. On a une émotion, elle génère des pensées. On croit ces pensées, ça génère de l'émotion. Et c'est un cercle vicieux. Dont on se retrouve souvent esclave d'ailleurs. Exactement. Pendant des années avant. C'est ça, tu te souviens, l'autre jour je te disais... L'éveil. Voilà, l'éveil. Et encore. Je dis souvent, ressens ton émotion, ne la laisse pas se transformer en pensée. C'est-à-dire, coupe le lien entre tes émotions et tes pensées. Kbra Srar. Donc, j'ai cette expérience de vie qui est difficile. Le temps va me sembler extrêmement long. Parce que justement, il y a une densité. C'est khasr, ce qu'on ressent à l'intérieur. Bien sûr, et c'est juste de faire un exercice de gainage. Ouais, c'est ça. A contrario, maintenant j'ai des élèves en cours de musique par exemple. Lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on passe un bon moment, les bons moments, quand on passe un bon moment, qu'on est dans l'échange, qu'on est dans l'écoute, qu'on est dans le moment présent avec quelqu'un, on regarde la montre, il est déjà -5. L'heure est quasiment terminée. Et là, on se dit, mais ça passait trop vite. Là, on schématise, on va vraiment au plus simple. C'est presque une caricature, le gars qui est en train de faire un gainage ou qui s'est fait larguer ou autre. Mais quand tu appliques ça à toutes les subtilités de ta vie au quotidien, ça te fait réaliser les choses pour lesquelles tu es fait, au final. Les choses... que tu devrais éviter au maximum, le type et le degré d'émotion ou la charge émotionnelle qu'une relation peut avoir réellement, etc., etc. Tu m'en parlais, tu avais eu des cas de personnes que tu as dû coacher qui, en ne faisant pas attention à ce rapport au temps et ce rapport à la vie quotidienne, ne réalisaient même pas qu'ils n'étaient pas faits au final pour... les métiers ou les carrières pour lesquels ils pensaient être voués. Dans mon parcours personnel, j'ai connu ça parce que j'ai commencé dans une industrie et aujourd'hui, je suis dans quelque chose que j'aime profondément. Donc justement, cette conscience de l'instant présent, comme tu disais, nous inspire, nous montre right from wrong. C'est une boussole quelque part. C'est une boussole, intégrée. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ça devient, en fait... On sait qu'on est en train d'être dans le vrai de plus en plus. Dès qu'on commence à percevoir ça, parce que ça a un pouvoir incroyable. Il suffit de se dire, aujourd'hui, mon mental qui est mon outil, je peux le déposer quand j'ai envie. Justement parce que c'est un outil. C'est un outil incroyable, mais qui se prend pour notre maître si on veut. Qui essaye de nous emprisonner, qui nous ment, qui nous fait croire que c'est nous qui sommes en train de réfléchir. Et donc, quand on a cette conscience justement de l'instant présent, on peut plus se perdre. Parce qu'à chaque moment, on a une opportunité de revenir au présent. Je sais pas, quelqu'un vous énerve, quelqu'un vous fait vous sentir mal. En fait, on se rend compte que la maladie mentale en elle-même, à la base, ce serait que vivre trop dans le passé. Et ça ramène la dépression, tout simplement. Le regret, Encore une fois, on simplifie au maximum. Bien sûr. C'est très complexe comme sujet. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec des professionnels. Ça viendra dans les épisodes à venir, etc. Mais là, très grossièrement, on parle de l'aube du mal-être mental et d'une des principales causes. Exactement. On va dire dans les cas qui ne sont pas extrêmes.
Voilà. Parce qu'il y a des cas extrêmes qui ne sont pas pathologiques cliniques, exactement. Quand on regarde, en fait, on se rend compte que même les personnes qui ne sont pas sous traitement, qui ne sont pas diagnostiquées spécialement, ont un souci mental. Et souvent, c'est trop de passé ou trop de futur. Comme je le disais, le passé, la dépression, la tristesse, la culpabilité, la haine, le regret, le ressenti, exactement. Donc c'est énormément d'émotions négatives qui nous tirent vers le passé. On se refait notre vie dans notre tête pendant des heures. Voire des années. Voire des années, exactement. Et c'est quotidien et c'est répétitif. Et ça, il faut souligner ça parce que on ne trouve jamais la réponse en utilisant un mental qui est déjà malade. Et pour le futur, c'est la même chose. On a une échéance le lendemain, on imagine tous les scénarios possibles. Et on les tourne en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que ça ne s'arrête plus. Et il y a quelque chose que dit Eckhart Tolle qui est super intéressante aussi, c'est... Il va nous accompagner dans tout cet épisode, je le sens. C'est ça. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'une sagesse infinie qui est très complet en plus, parce que il a conscience des petits paradoxes qui font la beauté de la vie. Par exemple, pour le temps existe mais n'existe pas. Ces petites choses-là, il les comprend, et il nous les transmet, que ce soit dans ses livres, ou même dans ses conférences, quand il est en train de coacher quelqu'un en live. Pour l'avoir beaucoup regardé, pour avoir visionné toutes ses vidéos, je sais que c'est quelqu'un qui a un enseignement très complet, qui va même au-delà de ce qu'il dit dans ses livres. Pour l'anecdote d'ailleurs, petite parenthèse, je sors, 11h11, ce podcast en l'occurrence, c'est avant tout une aventure humaine, celle de 3 potes qui extrapolent autour de sujets de vie, de philosophie de vie, et qui se retrouvent à faire ce podcast. Ce livre, du moment présent, d'Eckhart Tolle, on discutait et on a réalisé, à travers nos conversations, que Amine, qui est d'ailleurs le producteur, ingé son, monteur, entre autres talents derrière ces épisodes, et Yacine, qui est avec moi, ont eu quasiment la même révélation en lisant ce livre à peu près la même période de leur vie respective. Du coup, je trouvais ça, parlant de synchronicité et de choses de la vie, très intéressant à souligner. Quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours, moi aussi je fais une petite parenthèse. Je parlais à quelqu'un juste comme ça en chattant, quelqu'un que je connaissais pas au départ. Et à un moment donné, je lui parle un peu de transformation, de comment on peut devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même, etc. Et elle me dit, mais pourquoi tous ces changements? Quel est le déclencheur? Et là je lui dis, c'est un bouquin que j'ai lu il y a 7 ans. Et là, la réponse qu'elle me donne est très intéressante. Pourquoi? Elle me dit, penses-tu réellement qu'un livre peut nous changer? Ça, c'est de la question. Ça, c'est de la question. Il y a effectivement, il y a beaucoup de lectures qui ne changent pas une vie. Mais il y a des livres qui ont fait et défait des civilisations entières. Exactement. Aussi, donc, elle me pose cette question et je lui dis quoi? Bien entendu, puisque ça m'est arrivé. C'est l'expérience, c'est important aussi. On peut comprendre, on peut être dans la compréhension cognitive de la chose. C'est très important de la mettre en pratique et de la ressentir en soi-même, profondément. Et du cognitif à l'applicatif, si je peux me permettre de le dire comme ça, il y a un cognitif étant, excuse-moi, purement intellectuel. Purement intellectuel. Je sais ce qui a été dit, je sais ce que ça veut dire. Maintenant, est-ce que c'est une réalité dans ma vie ou juste un concept que j'ai compris et dont je comprends la véracité? Je sais que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai dans ma vie? Est-ce que je le ressens au quotidien? C'est très important. Bah oui. Tant qu'on est toujours quand même dans la présentation de nos parcours, on va dire quelque part aussi, et de nos cheminements spirituels, toi, tu estimerais aujourd'hui avec du recul que tu étais plus dans le passé et dans les ruminations ou dans une anxiété constante du futur? Qu'est-ce qui te faisait le plus ramer, on va dire, et rater ce présent? Il y a les deux à des moments différents de ma vie. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais tout jeune, j'avais énormément d'ambition. J'espérais avoir accompli certaines choses,
je me mettais l'âge de 18 ans comme objectif. Un peu naïvement, parce que j'étais petit et que pour moi, adulte et 18 ans, ça a le même sens. Tu vois un peu? Tu dois bien en rire maintenant. Exactement, c'est incroyable. Oui, et donc pour moi, il fallait que je sois numéro 1 mondial au tennis, il fallait que j'ai déjà monté une entreprise, des choses comme ça. Et donc j'arrive à ma vingtaine, après m'être donné 2 ans de sursis, et je me mets à me dire, mais j'ai rien réalisé de tout ça. Et c'est un peu là que commence le voyage dans le passé en train d'essayer de refaire ma vie. Et si j'avais pas fait ceci? Et si j'avais plutôt fait cela? Du coup, c'était plus un voyage de compréhension. C'était pas un voyage de rumination. Parce que même dans le passé, il y a beaucoup de... Bien sûr, mais On va dire que... c'était pas conscient à 100%. Mais toi, c'était plus dans une compréhension de qu'est-ce qui a cloché. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'y suis pas arrivé? Pourquoi... Ouais, ok, mais pas dans c'est pas des traumas, excuse-moi. Non, non. Pas des traumas en particulier que tu ressassais sans cesse ou... Si, il y en a eu. Il y en a eu. Ouais, il y en a eu. Ok. Il y a eu effectivement des choses qui me sont arrivées qui m'ont énormément marqué et que j'ai ruminé pendant une dizaine d'années. Au quotidien, tout le temps, en me trouvant des excuses pour ne plus rien faire dans le présent. Après, là où le futur commence à intervenir, c'est que, à partir du moment où j'ai trouvé du travail, j'ai découvert le stress. Après, ça dépend des parcours. Il y a des parcours particulièrement lourds qui marqués par un stress juvénile, presque, on va dire. Mais là, encore une fois, on est dans une pseudo-norme où les gens, éventuellement, n'ont pas connu de stress particulier avant un certain âge. Un certain âge. Ouais. Donc, c'est effectivement, c'est pour donner une image un peu plus globale, prendre la moyenne, on va dire, des gens. On peut commencer à vivre le stress à un certain âge. Et le stress, c'est uniquement qu'est-ce qui va m'arriver. C'est l'inconnu. On va tous mourir. On va tous mourir. Mais pas l'inconnu, dire je vais découvrir un truc qui pourrait être magnifique. Parce que mine de rien, ça aussi, ça peut être bien sûr. Une excitation au lieu que ce soit... Voilà, excitement, not stress. Ouais. Ça nous pousse à une réflexion simple, c'est que, ok, excitement ou stress, ce sont des sensations qui ont l'air antinomiques, aux antipodes, mais elles ont un point commun. Leur point commun, c'est quoi? C'est qu'elles sont toutes les deux éphémères. Voilà. Comme disait ma grand-mère. Qu'on pourrait comprendre par l'impermanence et la seule constante. Yes. Tout passe. L'impermanence est la seule constante. C'est ça. Dans la dualité, j'ai envie de préciser ça. C'est important. Dans la vie, il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Et il y a un degré supérieur à tout ça qui réside dans l'amour, la paix, la joie. La compassion. Qui n'ont pas d'opposé. C'est-à-dire que le cheminement, il peut aboutir à une stabilité. Là, je sens que tu as déjà basculé dans l'impermanence du temps, qu'on est en train de partir sur ça. Donc, je rappellerai juste pour nos auditeurs qui suivent et qui veulent faire cette petite introspection avec nous, la question de l'épisode que je viens de poser à Yacine, que je me suis posée à moi-même et que je te pose à ton tour. Est-ce qu'en ce moment, dans ta vie, si tu t'observes, caméra objective, tu te surprends plus dans le passé à ruminer, à chercher des réponses, ou dans le futur, à te projeter, à avoir peur, à angoisser au final. Donc l'impermanence est le seul constant. L'impermanence est le seul constant. Et c'est une stratégie pour s'en sortir en soi. Comme on se disait, finalement, quand tu intègres au quotidien que tu le réalises sur le moment, ça te sort un petit peu de cet état de... Ça fait un joli pont vers la patience. Quand on est dans un moment même présent, en fait, qui est très dur, ça aide énormément de se dire, ça va passer. This too shall pass. This too shall pass. Ça fait écho à énormément de textes, que ce soit spirituels, religieux, etc., qui parlent de la patience. C'est un très bel outil. C'est une vertu qui est très belle. Ça aide énormément parce que au bout du tunnel, il y a une lumière. Et aujourd'hui, on a envie de partager cet optimisme-là avec vous. C'est-à-dire vous dire, vous êtes peut-être dans une galère, peut-être que c'est dur, mais vous n'êtes pas tout seul.
il y a des choses magnifiques qui vont vous arriver. As-sabr. D'ailleurs, pour faire le lien entre l'impermanence et cette histoire de sabr, de no stress, etc., il y a un autre livre dont on voulait vous parler, d'Oliver Burkeman. Il aborde la notion de l'impermanence du temps, justement. C'est 4000 Weeks, Time Management for Mortals. L'auteur explore avec l'idée de... On a un temps limité sur Terre. Accepter sa finitude ouvre une toute nouvelle manière de l'aborder au final. Pour simplifier, parlant de gestion du temps, il y a plusieurs écoles. Les deux principales, c'est Control Freak. On a l'impression qu'en planifiant tout dans les moindres détails, en étant dans une préméditation d'absolument tous les moments qu'on va vivre, professionnels ou personnels. J'ai connu des amis qui ont des Excel de quand ils vont voir Habiba Diallo et ce qui va se passer. Je sais pas, c'est extrême, mais il y a des cas, tu as dû en voir en thérapie aussi. Ou alors... l'autre extrême encore, vu qu'on parle d'extrême, dans une nonchalance. Ouais, voilà, plus une nonchalance qui ne prend pas Otsaniga en considération la cyclicité des choses et la nature profonde de l'humain et de sa présence sur Terre. Bref, en gros, ça ne devrait être ni une tentative de contrôle, ni un laisser-aller complet, mais juste une acceptation au final. Et en gros, il dit, c'est une citation littérale, « Nous n'avons pas assez de temps pour tout et c'est parfaitement normal ». Tu pourrais nous en dire plus, toi, nous expliquer toute cette idée de... Bien sûr. C'est en relation avec notre thème principal, c'est l'équilibre. Salut l'équilibre. Salut l'équilibre. Donc, l'équilibre et la nuance. Le moment présent, oui, évidemment, comme principale résidence. Je vis dans l'instant présent. Maintenant, d'ailleurs Eckhart Tolle le dit aussi, les personnes qui ne vivent que dans l'instant présent sans se fixer d'objectifs ne sont pas si heureux que ça non plus. Ah. Et ça, c'est super important. Grosse nuance. Grosse nuance. Ouais. C'est-à-dire, peut-être que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de planifier. Yes. C'est le temps de planifier. Il est le temps de planifier. Il est maintenant l'heure de planifier. Il est maintenant l'heure de planifier. Et pourquoi est-ce que planifier nous libère ? Parce que lorsque vous planifiez, par exemple, 2 ou 3 tâches, ça je le conseille souvent aux personnes que je coach, planifiez 2 ou 3 tâches, note-les noir sur blanc, et à partir de ce moment-là, tu te concentres uniquement sur une des tâches, sur le pas que tu fais à cet instant. Et donc finalement, ça permet de se libérer du futur, alors que c'est une collaboration avec le futur. C'est-à-dire qu'on arrive en se disant, moi j'ai envie de me concentrer, j'ai compris, le moment présent c'est très bien. Maintenant, des fois on se sent bien, et on a envie de faire tellement de choses qu'on finit par ne rien faire du tout, par manque de planification. Vivre pleinement, c'est bien, mais il y a un temps pour vivre pleinement. C'est aussi. Ça, et se fixer un objectif, c'est très sain. Mais oui. Une direction. Oui. Même si elle est très lointaine, même si elle est pour l'instant abstraite et que vous ne savez pas comment vous allez y arriver, planifiez des étapes pour y arriver. Rare où tu vas, voilà. Mais en même temps, tu te laisses le temps de profiter du chemin. Exactement, tu profites du chemin et en même temps, tu as un objectif qui est clair, que tu visualises. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui visualisent des dizaines d'années plus tard. C'est un épisode complet qu'on va faire, Inch'Allah, sur la visualisation, sur des techniques, sur la méditation, sur sur les détraqueurs aussi de la chose, parce qu'on ne prend pas parti ici, on discute. Et on discute avec vous d'ailleurs. Notre troisième question serait, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, comment utilisez-vous vos semaines ? Est-ce que vous êtes du genre à tout contrôler, tout planifier ? Ou vous vivez pleinement, tout doucement, quitte à vous retrouver plus tard avec des regrets ? Ça me fait penser d'un coup au paresseux, tu vois, avec l'animal qui marche à 2 à l'heure. Oui, il est tellement mignon. Il est trop mignon. Ouais. Il est là, en plus il a des griffes, on sait pas trop pourquoi. Il prendrait jamais quelqu'un de vitesse de toute façon. Et donc, il est là, il marche doucement. Et ça, c'est une super technique en plus pour vivre l'instant présent. Être lent. Ralentir. Et moi, ça m'arrive des fois de vraiment marcher à 2 à l'heure, tout doucement, pour savourer. Mais du coup, pour répondre à ta première question, est-ce que le paresseux est conscient ?
qu'il vit doucement. C'est ça, parce qu'il a cette conscience du temps. On le disait d'ailleurs, c'est inné chez les animaux. Ils se posent pas trop de questions. Bon, quand on observe les chimpanzés par exemple, il y a des similitudes avec ce qu'on fait nous. Mais chez la plupart des animaux, il n'y a pas ce côté trop psychologique. C'est que instinctivement, les fréquences, les rythmes, la saisonnalité, les cycles, etc., sont intégrés et qu'il n'y a même pas besoin de les conscientiser. Exactement. C'est peut-être nous qui avons donc détraqué la machine. C'est ça, en fait. Et maintenant, on fait demi-tour et on essaie de retrouver la programmation de base. Je déconne, j'extrapole. Mais c'est ça en plus. Ouais. Y a un livre qui me parle énormément, c'est L'éloge de la lenteur par Carl Honoré, qui est une recherche du temps juste. C'est-à-dire le livre s'appelle Éloge de la lenteur, mais il fait aussi l'éloge de la vitesse, mais dans deux contextes différents. Là encore, nuance, subtilité. Il prône une recherche de ce qu'ils appellent le tempo giusti, c'est-à-dire être lent quand il faut être lent, être rapide quand il faut être rapide. Et là encore, c'est tout un paradoxe. Carl Honoré nous dit la lenteur, c'est la voie royale pour reconnecter avec soi-même et savourer chaque moment. Donc ça boucle aussi entre le pouvoir du moment présent et l'éloge de la lenteur. Il y a beaucoup de points qui se rejoignent. Donc le temps de la rapidité a ses propres objectifs, mais for the sake of se reconnecter enfin à soi-même et savourer chaque moment, c'est plus la lenteur qui est préconisée au final. Justement, on prend mal cette notion de finitude. Au lieu d'en profiter pour vivre pleinement l'instant qu'on vit, on vit dans la peur qui en réalité n'est une peur qu'égoïque. L'ego qui a peur de la mort. Ah, l'ego. L'ego. L'ego, ça sera... certainement un épisode... entier. Entier, parce que c'est la substance même du travail d'Eckhart Tolle, par exemple, c'est d'expliquer comment fonctionne l'ego, qu'il assimile, lui, à la voix qu'on a dans notre tête, dans son état conditionné, dans son état malsain. Pour revenir à la lenteur, moi j'ai des exemples très concrets que j'ai vécu. Et toi aussi, parce qu'il y a une similitude entre ton parcours et le mien. Moi, je suis de Casablanca, born and raised. Dernièrement, depuis, on va dire 4-5 ans, je me suis retrouvée à vivre à Marrakech. Et je travaille donc à Marrakech. Et c'est des temporalités complètement différentes. En plus, je me suis retrouvée à Marrakech et je suis restée ici parce que j'étais dans cette recherche de ralentissement dans ma vie. Mais travailler à Casa, t'apprends la rigueur dans le stress, on va dire. T'apprends ce temps de la rapidité, t'apprends... À Marrakech, c'est tout autre chose. La journée démarre beaucoup plus doucement. Même les commerces n'ouvrent pas à la même heure qu'à Casa. Les gens ont les yeux ouverts peut-être à partir de 10h, mais c'est qu'en début d'après-midi que tu peux réellement avoir une conversation. Et moi, je m'y suis plus. Je connais beaucoup de Casablancais d'ailleurs, Lima Qdrouch, c'est la vie à Marrakech. Mais moi, je fais partie de ceux qui avaient besoin de ça en ce moment. Et toi, c'est un peu l'inverse. T'es de Marrakech et tu t'es retrouvé à Casa. Moi, je suis de Marrakech. J'ai vécu les 18 premières années de ma vie. Moi, c'est le contraire qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je vivais dans cette lenteur, ce rythme très calme marrakchi. Et je me suis retrouvé d'un coup dans le bain de Casa, avec son stress, avec sa circulation. J'arrive le premier jour en voiture. Avec son rythme, au final. Avec son rythme, c'est ça. Et donc, je me retrouve dans des embouteillages. Je vis les klaxons en veux-tu, en voilà. L'importance d'aller vite pour ne pas rater le prochain rendez-vous, etc. Parce que c'est une ville qui est beaucoup plus business que Marrakech. Dans le sens où, souvent, les gens de Marrakech, par exemple, iront postuler à Casa parce qu'ils savent que c'est la capitale économique et que donc, c'est là qu'on va trouver beaucoup plus d'activités, de grandes boîtes, de commerces florissants, on va dire. Marrakech n'est pas non plus sans défaut de ce côté-là. Mais il y a une philosophie sous-jacente qui va dans le sens d'une lenteur et d'une joie, le béja.
On a l'impression que le Beja comme concept, c'est rien, c'est Marrakech, on en rigole, etc. Mais ça se traduit au quotidien. Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps, si, je te connais, de te poser sur une terrasse à Casa et à Marrakech et juste d'observer les gens. La démarche des femmes à Casa et à Marrakech, c'est... Deux mondes. Ouais. Le mouvement. La pause déj. D'ailleurs, قربنا لها. Et la pause déj, les gens prennent le temps de savourer vraiment, de manger, de digérer même avant de reprendre une activité. Pour clôturer cet épisode, qui était le premier avec vous, je vous invite à relire les différentes questions et les différents sujets qui ont été abordés. Est-ce que vous seriez prêt à ralentir pour vous retrouver ou pour mieux vivre? Ralentir, ce serait pour faire mieux au lieu de faire toujours plus. On va tous se retrouver à 11h11 pour démarrer la journée. Parce qu'avant, de toute façon, c'est trop tôt.